Édouard de Woodstock portait de nombreux titres. Prince de Galles, d'Aquitaine et de Gascogne, premier duc de Cornouailles, l'un des chevaliers fondateurs de l'ordre de la Jarretière, vainqueur de Crécy et de Poitiers, et héros de la guerre de Cent Ans. Pourtant, l'histoire se souvient surtout de lui comme d'Édouard, le prince noir. En tant que fils aîné du roi, Édouard était l'héritier présomptif. Mais les princes vont et viennent, et ce fut sa prouesse au combat qui forgea sa légende, bien plus que ses titres. Et même s'il ne monta jamais sur le trône, il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands chefs militaires de l'Angleterre médiévale. Bienvenue sur Écho du temps, où nous explorons les destins marquants qui ont façonné notre monde. Aujourd'hui, nous allons percer le mystère de ce prince légendaire. Édouard naquit le 15 juin 1330 à Woodstock, une localité de l'Oxfordshire, en Angleterre. Il était le fils aîné du roi Édouard III d'Angleterre et de la reine Philippa de Hainaut. Son surnom iconique, celui d'Édouard le prince noir, n'était pas contemporain. Son origine reste incertaine, mais nous savons qu'il était couramment utilisé dès le XVIe siècle, alors qu'il était simplement connu sous le nom d'Édouard de Woodstock de son vivant. La théorie la plus répandue suggère que les chroniqueurs ultérieurs adoptèrent ce surnom en raison de sa prédilection pour le port d'une armure noire. Une autre hypothèse voudrait qu'il s'agisse d'une création française, inspirée par sa redoutable réputation sur les champs de bataille de la guerre de Cent Ans. Cependant, ces deux suggestions demeurent sans preuve concrète. À la naissance d'Édouard, l'Angleterre était plongée dans la tourmente. Son grand-père, Édouard II, avait été déposé en janvier 1327 par son épouse, Isabelle de France, et son amant, un noble anglais nommé Roger Mortimer. Son fils, Édouard III, devint roi d'Angleterre en titre, mais n'ayant pas encore l'âge requis, sa mère, Isabelle, exerçait la régence, tandis que Mortimer, avide de pouvoir, agissait comme souverain de facto. Bien que n'étant qu'un adolescent, Édouard III n'était pas un homme à se laisser faire. Très tôt, il comprit les machinations de sa mère et de Roger Mortimer, réalisant qu'il représentait une menace pour la fragile emprise de Mortimer sur le pouvoir. Il commença alors à rassembler silencieusement des soutiens pendant que Mortimer était occupé à combattre l'Écosse. Puis, le moment venu, en octobre 1330, quelques mois seulement après la naissance de notre Édouard, son père lança une attaque surprise contre Mortimer au château de Nottingham. Certains historiens suggèrent que ce fut la naissance d'Édouard de Woodstock qui incita son père à agir, craignant pour la vie de son fils. Avec un héritier légitime au royaume, l'emprise de Mortimer sur le pouvoir était encore plus faible, et le roi Édouard craignait qu'il ne tente d'éliminer le nouveau-né. Quoi qu'il en soit, les événements tournèrent à l'avantage des Édouards. L'attaque sur Nottingham fut un succès. Mortimer fut capturé, emprisonné à la Tour de Londres, reconnu coupable de trahison et pendu. Après sa mort, Édouard III, alors âgé de 18 ans, commença son règne pour de bon. Mais les choses ne firent que se compliquer lorsque le roi Charles IV de France mourut sans héritier mâle. Édouard III, en tant que neveu, était son plus proche parent masculin et décida de revendiquer le trône de France. Mais le cousin de Charles, Philippe VI, fit de même et devint le nouveau roi avec le soutien de la noblesse française. Édouard III n'était pas homme à laisser passer cela, et c'est ainsi que fut déclenché l'un des conflits les plus tristement célèbres de l'histoire, la guerre de Cent Ans, qui dura en réalité 116 ans, mais cette appellation n'avait sans doute pas la même résonance. Il semble qu'Édouard de Woodstock ait hérité du tempérament fougueux de son père. Le peu décrit sur son enfance suggère que le jeune Édouard s'adapta naturellement à la formation chevaleresque, délaissant les études au profit des activités martiales. L'historien du 14e siècle, Jean Froissart, décrivit ce noble prince en ces termes. Ce noble prince qui, dès le jour de sa naissance, ne chérissait aucune pensée que loyauté, noblesse, valeur et bonté, et était imprégné d'une prouesse, d'une telle noblesse, était le prince qui souhaitait tous les jours de sa vie
mettre toute son intention à maintenir la justice et le droit. Oui, les historiens médiévaux étaient plutôt généreux en compliments envers le jeune Édouard de Woodstock. Il dépeignait un destin de grandeur dès sa naissance. Mais il est important de noter que tout cela fut écrit après ses succès militaires. Pour l'heure, le prince n'était qu'un garçon qui fut nommé régent nominal du royaume en 1338, lorsque le roi partit pour la Flandre en prévision d'une guerre avec la France. Il avait déjà été fait duc de Cornouailles par son père un an auparavant, devenant d'ailleurs le tout premier duc de Cornouailles, un titre qui, depuis lors, est toujours revenu au fils aîné survivant du monarque et héritier du trône. Puis, en 1343, le roi nomma également Édouard, prince de Galles. Ainsi, il se constituait déjà un impressionnant palmarès, bien qu'il fût encore très jeune. Pour être juste envers le prince, il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne se lance dans l'action. Le 11 juillet 1346, le jeune Édouard, âgé de 16 ans, embarqua avec son père pour la Normandie. Ils débarquèrent le lendemain matin à La Hougue, et le roi rassembla immédiatement ses seigneurs les plus fidèles sur une colline près du rivage pour les adouber chevaliers. Nous ne sommes pas ici pour discuter en profondeur de la guerre de Cent Ans, mais plutôt du rôle du prince Édouard. Cependant, il est juste de dire que jusqu'alors, la guerre avait été loin d'être un succès retentissant pour l'Angleterre. Certains pourraient même affirmer que cette campagne était une victoire impérative pour le roi Édouard III. Jusque-là, la stratégie française de se retrancher défensivement et de refuser d'engager les Anglais en bataille ouverte avait porté ses fruits. Le roi Édouard décida donc de dérouter l'ennemi. Plusieurs de ses alliés menèrent de petites incursions à travers le royaume de France, tandis que seul le roi et une poignée de confidents connaissaient le lieu de débarquement de la force principale, afin que les Français n'aient pas le temps d'établir une position défensive. La stratégie fonctionna. Le gros des forces françaises attendait l'arrivée de l'ennemi en Gascogne, au sud, tandis que la région où l'armée anglaise débarqua réellement, la péninsule du Cotentin au nord, était pratiquement sans défense. Les forces du roi Édouard n'eurent aucun mal à débarquer, à se réapprovisionner et à piller la campagne. Elles n'eurent à affronter que quelques milices paysannes mal entraînées. La tactique du roi était connue sous le nom de chevaucher, une razzia militaire conçue pour démoraliser et piller l'ennemi autant que possible, peut-être dans l'espoir de provoquer le roi de France, Philippe VI, à une bataille rangée. Ce n'est qu'à la fin de juillet, lorsque les Anglais atteignirent la ville de Caen, qu'ils rencontrèrent une véritable résistance. Malgré cela, les Français étaient 10 fois moins nombreux et furent vaincus lors de l'assaut initial. Néanmoins, nous considérons cela comme la première véritable bataille d'Édouard de Woodstock, même si elle ressemblait à un entraînement. L'armée anglaise était divisée en 3 corps. Le roi dirigeait le corps principal. 3 comtes commandaient l'arrière-garde, et le prince fut placé à la tête de l'avant-garde, aux côtés des comtes de Northampton et de Warwick. En août, les Anglais commencèrent à marcher le long de la Seine. Ils pillèrent et incendièrent Poissy, puis se dirigèrent vers Paris. Alarmé, le roi Philippe proposa à son homologue anglais ce qu'il désirait, un défi pour une bataille au bord de la Somme. L'affrontement sembla d'abord tourner en faveur des Français. Ils atteignirent la rivière les premiers et eurent le temps de s'installer. Pendant ce temps, les Anglais, peu familiers avec le terrain, peinaient à trouver un endroit sûr pour traverser le fleuve. Finalement, ils abandonnèrent l'idée de traverser la rivière et se retirèrent vers le village de Crécy, les Français à leur trousse. La bataille de Crécy eut lieu le 26 août 1346. Les Français étaient considérablement plus nombreux que les forces anglaises, mais ils avaient été mobilisés à la hâte et étaient mal équipés. L'absence de boucliers, en particulier, permit aux archers anglais de les cribler de flèches. Néanmoins, c'était une grande armée, et elle frappa de plein fouet l'avant-garde anglaise,
avec le prince au cœur de l'action. Selon la légende, le roi Édouard refusa de renforcer son avant-garde pendant la mêlée initiale, voulant voir de quoi le prince était capable. Il donna l'ordre de ne pas l'envoyer chercher. « Tant que mon fils est en vie, donnez-leur mon ordre de laisser le garçon gagner ses éperons, car si Dieu l'a ordonné, je souhaite que le jour soit le sien. » Et ce fut effectivement le cas. Finalement, alors que les hommes d'armes tenaient bon et que les archers pleuvaient leurs flèches, la cavalerie arriva par derrière et mit en déroute l'armée française brisée. Le roi de France s'échappa, mais nombre de ses nobles alliés n'eurent pas cette chance. La bataille de Crécy fut bien plus qu'une victoire décisive pour l'Angleterre. Ce fut une humiliation pour la couronne française et un triomphe pour Édouard le Prince Noir. Après la bataille de Crécy, les Anglais exploitèrent leur avantage en assiégeant la ville portuaire de Calais, une position stratégique des plus précieuses. Le siège dura près d'1 an, mais la ville finit par se rendre et Calais tomba aux mains du roi Édouard. Sur le papier, il pouvait sembler que les Anglais balayaient la France. Mais il y a un fait incontestable de la guerre que personne ne peut ignorer. Les conflits sont extrêmement coûteux. Les trésors des rois Édouard et Philippe s'épuisaient rapidement. Ils décidèrent donc de suspendre les hostilités. En septembre 1347, les deux parties signèrent la trêve de Calais, qui favorisait majoritairement les Anglais. Cela leur accorda 8 années de répit, à l'exception bien sûr de quelques escarmouches mineures. Il était impensable que Français et Anglais restent si longtemps sans s'affronter. Durant ces 8 années, Édouard de Woodstock se consacra principalement aux affaires intérieures. En 1348, son père fonda l'ordre de la Jarretière, un ordre de chevalerie qui reste encore aujourd'hui l'une des plus hautes distinctions de la Grande-Bretagne. Le prince Édouard en fut naturellement un membre, aux côtés de 24 autres chevaliers fondateurs. Les statuts originaux de l'ordre se sont perdus dans les brumes du temps, la plus ancienne transcription subsistante datant du XVIIe siècle. Cependant, ils étaient tous axés sur la chevalerie et faisaient écho à la légende du roi Arthur, à une époque où les chevaliers étaient tenus en si haute estime. Les tournois revinrent à la mode, et le prince noir participa à nombre d'entre eux tout au long de sa vie. Mais la vie d'un chevalier ne pouvait se résumer aux joutes et aux gestes courtois. Finalement, Édouard de Woodstock dut reprendre la pénible tâche de combattre les Français. Plus précisément, ce fut à la demande répétée des alliés de son père en Gascogne, duché français mais sous contrôle anglais, que le moment fut jugé propice pour renouveler les hostilités avec la France. Mais cette fois, avec une particularité. Le prince mènerait sa propre armée dans une grande chevauchée dans le sud de la France, tandis que le roi Édouard rejoindrait ses alliés dans le nord-ouest de la France pour semer le chaos en Bretagne. Il y eut également un changement du côté français. Le roi Philippe VI mourut en 1350 et fut remplacé par son fils, Jean II, dit Jean le Bon. À l'été 1355, Édouard le Prince Noir commença à rassembler ses troupes et ses provisions et partit en septembre, arrivant 10 jours plus tard à Bordeaux, capitale de la Gascogne. L'armée anglo-gasconne, forte de 6 000 à 8 000 soldats, quitta Bordeaux début octobre et se dirigea vers l'est, avec l'intention de piller le comté d'Armagnac, au grand plaisir des seigneurs gascons qui n'appréciaient guère leurs voisins. Rappelons que la chevauchée était une incursion rapide, conçue pour détruire et démoraliser, non pour engager l'armée ennemie dans une bataille. Édouard de Woodstock évitait les longs sièges des villes fortement fortifiées et ciblait plutôt les petites villes et villages, avec un accent particulier sur l'incendie des moulins à vent pour priver l'ennemi de ses réserves de céréales. Malheureusement pour les nobles adverses, ils n'avaient pas compris la nature de la chevauchée et se préparaient plutôt à un affrontement majeur. Jean Ier, comte d'Armagnac, concentra ses forces et ses provisions
à l'intérieur de la ville fortifiée de Toulouse. Sa force étant supérieure à celle de ses ennemis, le comte s'attendait à ce que le prince noir assiège la ville, ou fasse demi-tour la queue entre les jambes en voyant à qui il avait affaire. Édouard de Woodstock ne fit ni l'un ni l'autre. Au lieu de cela, lorsqu'il atteignit Toulouse, il se contenta de narguer Armagnac et continua sa route. Il se dirigea vers le sud et traversa les rivières Garonne et Ariège, une tactique audacieuse, jugée impensable par ceux qui connaissaient la région et qui ne sembla pas avoir traversé l'esprit d'Armagnac. Curieusement, le comte ne le poursuivit pas. Édouard continua de piller la campagne sans entrave, atteignant la ville de Carcassonne début novembre, puis finalement la ville portuaire de Narbonne sur la côte méditerranéenne française. Ces deux localités étaient des villes fantômes à son arrivée, tous les habitants ayant soit fui, soit s'étant retranchés à l'intérieur des citadelles au centre-ville. À chaque fois, Édouard refusa de perdre du temps à tenter de percer les défenses. Il se contenta de brûler et de piller tout le reste avant de poursuivre son chemin. Après avoir ravagé le sud de la France d'une côte à l'autre, il était temps pour Édouard de regagner la Gascogne. Lors de son voyage de retour, Armagnac l'approcha avec son armée, mais, pour des raisons inconnues, refusa d'engager le prince noir dans une bataille totale. Au lieu de cela, les deux camps se contentèrent d'escarmouches mineures, ce qui était étrange étant donné l'étendue des dégâts qu'Édouard avait causés au royaume de France. En fait, c'est si déroutant que certains historiens pensent que les deux parties auraient pu avoir un accord secret et qu'Armagnac faisait le strict minimum pour les apparences. Quelles que soient les circonstances, en décembre, Édouard était de retour en toute sécurité à Bordeaux avec tout son butin. Une histoire raconte que l'armée anglaise avait tant de butin qu'elle dut jeter tout l'argent pour faire de la place à l'or et aux bijoux. C'est probablement faux, mais il est vrai que la grande chevauchée d'Édouard avait été un immense triomphe. Il commença donc sans surprise à en planifier une autre immédiatement. La deuxième chevauchée d'Édouard débuta en août 1356. Son armée était à peu près de la même taille que la précédente, mais cette fois, elle partit de Bergerac et se dirigea vers le nord. L'intention initiale était probablement de rejoindre une autre armée venant de Normandie et commandée par le duc de Lancastre. Cependant, le roi de France, Jean II, était déterminé à ne pas laisser cela se produire et voulait affronter le prince noir dans une bataille rangée. Au début, la chevauchée se déroula comme la première. Les troupes d'Édouard pillèrent la campagne française, rencontrant peu ou pas de résistance. Mais cette fois, l'armée française marchait à sa rencontre. Lorsqu'il en fut informé, Édouard de Woodstock n'était pas opposé à l'idée d'une bataille ouverte, mais seulement sous des conditions favorables, notamment s'il parvenait à faire la jonction avec Lancastre avant de rencontrer les Français. Début septembre, l'armée d'Édouard atteignit Tours. Lancastre n'était pas loin, mais malheureusement pour le prince noir, le roi Jean était encore plus proche. Lorsqu'il devint évident qu'il ne pouvait pas compter sur des renforts, Édouard fit marcher son armée vers le sud, cherchant une position plus avantageuse. Il la trouva à Poitiers, une zone protégée par des obstacles naturels, tels que des arbres et des marais, et n'offrant aux Français que deux voies d'attaque. Malgré ces inconvénients, le roi Jean était toujours prêt à en découdre. Ses conseillers le convainquirent que toute autre issue qu'un écrasement impitoyable des Anglais aurait été une humiliation, compte tenu de ce qu'Édouard avait fait l'année précédente, d'autant plus que l'armée française était 2 fois plus nombreuse. Malheureusement pour lui, c'est exactement ce qui était sur le point de se produire. Une humiliation aux proportions astronomiques et l'un des plus grands désastres militaires de toute l'Europe médiévale. Les hostilités commencèrent le matin du 19 septembre, curieusement par une tentative de retraite. Édouard et ses troupes essayèrent de s'éclipser à la faveur de l'obscurité.
Peut-être n'était-il pas confiant en ses chances, ou peut-être, comme certains l'ont suggéré, simula-t-il la retraite pour inciter les Français à charger. Quoi qu'il en soit, c'est ce qui arriva. L'armée française étant nombreuse et l'espace restreint, Jean la divisa en 4 corps et les envoya l'un après l'autre. La première vague fut rapidement dispersée par les archers d'Édouard. La deuxième vague, menée par Charles le Dauphin, fils et héritier du roi Jean, se battit avec acharnement, mais fut tout de même vaincue. La troisième vague, dirigée par le duc d'Orléans, frère de Jean, ne fit même pas attaquer et se retira, ne laissant que la quatrième vague menée par le roi lui-même. Sur cette dernière vague, Édouard attaqua avec tout ce qui lui restait, s'assurant que personne n'en sortirait indemne. Au terme de la bataille, non seulement Édouard le prince noir remporta la victoire, mais il fit également prisonnier le roi de France. Évidemment, la capture du roi de France modifia la dynamique de la guerre de Cent Ans. Édouard le prince noir fut accueilli en héros à son retour à Londres, avec sa précieuse prise en avril 1357. À la demande du pape, une trêve fut décrétée entre les deux camps pendant qu'ils négociaient une solution permanente. Mais puisque la guerre dura plus d'un siècle, nous savons qu'ils n'en trouvèrent pas de sitôt. Le premier traité de Londres fut signé le 8 mai 1358. Sans surprise, il favorisait lourdement l'Angleterre, qui exigeait d'importantes concessions territoriales en France et une rançon de 4 millions de couronnes d'or pour Jean II. Cependant, tous ces récents succès rendirent le roi Édouard un peu trop confiant, et il pensait désormais avoir une réelle chance de s'emparer de toute la France. Lorsque l'Assemblée française ne parvint pas à réunir l'argent de la rançon, Édouard proposa le second traité de Londres, encore plus déséquilibré. En substance, il réclamait la moitié du royaume de France, sachant probablement que cela serait refusé, lui donnant ainsi une raison de reprendre la guerre, ce qu'il fit en 1359. Le prince noir eut cette fois un rôle beaucoup plus discret, se contentant de diriger l'arrière-garde de l'armée de son père. Le plan du roi Édouard était de marcher sur Reims, la ville où se déroulaient les sacres des rois de France, de la capturer et de s'y couronner lui-même nouveau roi de France. Malheureusement pour lui, tout le monde était au courant. À son arrivée, il trouva une ville bien approvisionnée et bien défendue, sans aucune intention de se rendre. Il entreprit un siège, mais fut contraint de le lever après seulement 2 mois, faute de ravitaillement. L'armée se retira dans la campagne française, espérant trouver suffisamment de provisions pour tenter un nouveau siège sur Paris. Mais cette tentative se déroula exactement comme la première. Il devenait clair que le roi Édouard s'était lancé dans sa campagne sans préparation suffisante. Le manque de nourriture, combiné aux attaques de guérilla constantes des Français, avait décimé l'armée anglaise et anéanti son moral. Le roi Édouard fut contraint d'admettre sa défaite sans une seule bataille et laissa son fils chargé d'assurer la paix entre les deux camps. Édouard de Woodstock et le dauphin de France élaborèrent le traité de Brétigny en mai 1360. Il n'était plus aussi favorable à l'Angleterre, mais le roi Édouard obtint tout de même environ un tiers du royaume de France. Presque tout ce qui se trouvait au sud de la Loire lui appartenait, et en échange, il renonçait à toutes ses prétentions sur le trône de France. Le roi céda les provinces d'Aquitaine et de Gascogne à Édouard de Woodstock, qui se fit désormais appeler prince d'Aquitaine et de Gascogne. Le traité de Brétigny apporta une décennie de paix entre l'Angleterre et la France, période durant laquelle Édouard de Woodstock s'adonna à d'autres activités. Il épousa Jeanne de Kent en 1361 et eut 2 fils avec elle, Édouard et Richard. Au milieu des années 1360, il s'impliqua dans la guerre civile castillane, prenant le parti du roi Pierre Ier contre son demi-frère, le comte Henri II. Malheureusement, Édouard fit le mauvais choix stratégique. Bien qu'il ait aidé Pierre à remporter la victoire et le trône lors de la bataille de Nájera en 1367, le roi castillan ne tint pas sa parole
Il refusa de rembourser l'énorme somme d'argent qu'Édouard lui avait prêtée pour financer son armée et ne céda pas les territoires promis. En conséquence, Édouard rompit leur alliance, ce qui permit au comte Henri de revenir, de tuer Pierre et de devenir le nouveau roi de Castille. Sans surprise, Henri n'était pas un grand admirateur de l'Angleterre et devint un allié fidèle de la France dans les conflits qui suivirent. Malgré avoir été du côté des vainqueurs de la guerre, Édouard se retrouva alors dans une situation financière difficile en raison du soutien coûteux qu'il avait apporté à Pierre. En 1368, il leva un fouage, ou impôt sur les foyers, ce qui ne fut pas du goût des seigneurs d'Aquitaine qui se rebellèrent contre la principauté. En 1369, plus de 900 châteaux et villes renièrent leur fidélité au prince Édouard et prêtèrent serment au roi Charles V de France. Le monarque français se réjouit de cette tournure des événements et reprit la guerre de 100 ans, cette fois-ci avec une ferme maîtrise. Pour aggraver les choses, la santé d'Édouard commença à décliner rapidement. Elle était si mauvaise qu'au moment où il avait levé une armée, il était trop faible pour monter à cheval et devait être transporté dans une litière. Il ne fut présent que pour une seule bataille supplémentaire, le siège de Limoges, en septembre 1370. Il ne fit que diriger les opérations, car il ne pouvait plus combattre. Mais après Limoges, Édouard était trop malade pour faire même cela. Il retourna en Angleterre en 1370 et, en 1372, il renonça à la principauté d'Aquitaine et de Gascogne. Les dernières années de la vie d'Édouard furent consacrées à des luttes non pas sur le champ de bataille, mais au Parlement, contre une faction politique rivale dirigée par son frère, Jean de Gand, duc de Lancastre. Leur père étant désormais un vieil homme, Jean de Gand souhaitait lui succéder en tant que roi, bien qu'Édouard fût l'héritier présomptif. Mais même si la santé d'Édouard excluait un long règne, il voulait tout de même le trône pour son fils survivant, Richard. Finalement, les deux obtinrent ce qu'ils désiraient, en quelque sorte. Édouard le prince noir ne devint jamais roi. Il mourut le 8 juin 1376, très probablement de dysenterie. Son père, le roi Édouard III, décéda 1 an plus tard. Mais avant cela, il établit une ligne de succession claire en faveur de son petit-fils, qui devint le roi Richard II d'Angleterre. Jean de Gand ne devint jamais roi non plus, mais son influence continue, et le fait qu'il vécut encore 25 ans lui permirent d'aider son propre fils, Henri, à déposer Richard en 1399 et à devenir le nouveau roi d'Angleterre, le premier de la maison de Lancastre.